on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. C'est le... Quoi ? Tu parles tout doucement comme par hasard. Mais non, c'est le 3e épisode de... Le 3e ? Ouais, c'est le 3e épisode de la saison. Si on parle en même temps, ça marche pas. Hein. C'est le 3e épisode de la 3e saison de You All. Les 2 premiers, franchement, qu'est-ce qu'on a kiffé réagir à vos anecdotes amoureuses et amicales. Et là, aujourd'hui, on va réagir à vos anecdotes familiales. On a trop hâte. Donc, vous nous avez envoyé des anecdotes. On ne les a pas encore lues. C'est Manon qui les a sélectionnées pour nous. Manon, qui est notre stagiaire, cœur sur toi. Du coup, on va les découvrir en direct avec vous et on va y réagir comme d'habitude avec un maximum de bienveillance. Le but, c'est pas du tout de se moquer. Au contraire, c'est d'y réagir, de dire comment on se sent, pourquoi pas d'apporter notre expérience si besoin. De rigoler, de pleurer, bref. Bon, on va peut-être pas pleurer, mais... on sait pas, moi je suis sensible. Je sais pas, vous avez remarqué, Isaline, elle bouge tout le temps ses pieds. Vous avez la vidéo. Vous voyez pas. Mais je pense qu'on te voit bouger au niveau jambes. des jambes, ouais. Peut-être, ouais. Voilà, maintenant que vous avez la vidéo, peut-être que vous le voyez plus, mais elle est hyper active tout le temps. Ça m'angoisse, là. Je vois tes pieds qui se... Ok, j'arrête de bouger. Okay. Comment je fais si j'ai soif ? Non, mais ça, tu bois pas avec tes pieds. On commence. Tu veux commencer ou je commence ? Je veux commencer. Alors, première anecdote, c'est parti. C'est parti. Ok. Après plus de 20 ans de rupture, je reprends contact avec mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans. Mon père a toujours été un peu loquace. Alors, je sais jamais trop ce que ça veut dire loquace. Loca, Shakira. C'est pas ça ? Je sais jamais trop ce que ça veut dire loquace, en vrai. On regarde... Internet existe. Allons voir sur Google. Comment ça s'écrit ? Parce qu'en fait, loquace, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup ? Non, je crois pas. Loquace. Pour moi, c'est quelqu'un de futé, genre. Loquace. Genre qui comprend les choses, non ? Bavard. Ah, c'est tout ? Mais le jour de nos retrouvailles, il me balance que ma mère l'a trompé avec mon oncle, le mari de la sœur de ma mère. Oui, parce que sinon je pense... Là, j'ai entendu mon ongle. Ah non, moi je pensais mon oncle, genre du coup, le frère de sa mère. Moi au début, j'étais là en mode... Non, ok, donc le frère de son père. Non, le mari de la sœur de sa mère. Le mari de la sœur de sa Donc mère. En fait, sa mère l'a trompé. Par alliance. Oui, voilà. Ok. Donc avec le mec de sa sœur. le mari de sa sœur, quoi. Ouais, avec le mec de sa sœur. Ouais, ok. Ce même oncle qui a tenté un rapprochement avec moi quand j'avais 16 ans. Famille what the fuck. Une anecdote parmi tant d'autres dans cette famille. Il y a aussi le mari de ma sœur qui a tenté de coucher avec notre mère pendant que ma sœur dormait à côté. Quoi ? Plus tard, il m'a smaqué devant tout le monde en pleine fête d'anniversaire de sa femme, ma sœur. Je devais avoir 15 ans. Je me suis rebiffée, mais personne ne l'a repris parce que, tu comprends, il était bourré. Alors attends, j'ai rien compris les liens de parenté là. En gros, sa daronne, elle a couché avec le mec de sa sœur. Ce même mec, il a essayé d'avoir un rapprochement avec elle alors qu'elle avait 16 ans, donc elle était mineure, donc pédo-vibes un peu. Et ensuite, le mec de sa sœur, il a essayé de coucher avec sa daronne. Et ce même mec mec l'a smaqué à la fête d'anniversaire de sa sœur, du coup. À 15 ans. À 15 ans. On commence sur une petite anecdote sympathique, quoi. Ok, donc effectivement, c'est vrai qu'à chaque fois, on fait pas de trigger warning parce qu'on ne sait pas de quoi vont parler les anecdotes. Mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces thématiques-là... je pense que vous pouvez passer parce que dans Familial, il risque d'y avoir pas mal de choses dans ce délire-là. Ouais, en tout cas, du moins, cette anecdote, effectivement, elle aborde des sujets un peu complexes, à la fois des vibes... d'inceste, pas vraiment d'inceste en fait, mais enfin si c'est au sein de la famille, enfin c'est clairement une sorte de climat un peu incestuel et à la fois de trucs pas ok, type agression sexuelle, etc. quoi. Oui, puis au-delà de ça, il y a quand même des trucs un peu chelous de le mec de sa sœur, il a essayé de ken avec la mère de sa meuf. Enfin genre en fait, c'est bizarre de faire ça. Tout se fait dans un cercle hyper rapproché, quoi, on va dire, de personnes, que ce soit la mère qui trompe son mari avec le mari de sa sœur. Enfin, il y a vraiment un climat intrafamilial qui est hyper chelou, hyper complexe. Les liens, et en fait, même si techniquement, il n'y a pas d'inceste à proprement parler, c'est quand même un climat incestuel dans le sens où c'est quand même des éléments très rapprochés de la famille, tu vois. Genre le mari de ta sœur,
Enfin, genre, c'est hyper rapproché, tu vois, Non, en mais termes de... et puis pareil, genre. Et puis le fait que les oncles, les machins aillent vers les enfants, enfin, Bah, déjà, ça. Enfin, bon. effectivement, c'est un contexte familial compliqué, quoi. Et puis, je sais pas, genre. À quel moment tu sors avec quelqu'un et tu te dis, tiens, je me taperais bien sa daronne. Genre, c'est trop bizarre de faire ça. Tu vois? Ouais. Genre, t'es en couple, ta meuf, elle dort tranquille, et toi, tu te dis quoi? Tiens, je vais aller toquer à la chambre de ma belle-mère, et je vais lui demander si elle voudrait pas qu'on se fasse une petite soirée. Allez, tu vois, genre, c'est trop bizarre, non? Ouais, ouais, non, effectivement, elle dit famille, what the fuck. Ouais, c'est un peu ça, là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'espère que toi, ça va, au passage, là-dedans, malgré tout. Et effectivement, donc, tu dis que tu as essayé de te rebeller quand le copain de ta sœur, le mari de ta sœur même, le mari de ta sœur, voilà, t'as embrassé de force. Donc, tu avais 15 ans. Enfin, déjà, c'est courageux de se rebeller à cet âge-là, tout en sachant qu'à 15 ans, on n'a pas un grand pouvoir de persuasion sur les adultes, ni un grand pouvoir tout court en termes de prise de décision, de libre arbitre, d'indépendance, etc. Donc, c'est courageux d'avoir dit quelque chose et je, je suis désolée que personne n'ait réagi visiblement. Et effectivement, parce que tu comprends, il était bourré comme si l'alcool Oui, était un facteur excusant, alors que c'est un facteur aggravant dans la loi. Mais en plus, tu sais, ça, c'est vraiment le truc en mode genre. C'est pareil, on va te dire, ah, mais tu sais, c'est normal, c'est Jérôme, il est comme ça. Ça se trouve, il s'appelle Non. vraiment Jérôme, imagine. Non, mais bah non, en fait, c'est pas Non. parce que Jérôme, il est comme ça d'habitude que c'est une bonne chose, tu vois. Genre, Jérôme, il est peut-être comme ça, il est peut-être problématique tous les jours de sa vie, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, on peut pas laisser Jérôme être problématique tous les jours de sa vie juste parce que il a toujours eu l'habitude d'être comme ça. C'est un peu genre la vibes Gérard Depardieu, tu vois, quand les affaires elles sont sorties en mode ah, mais oui, mais c'est GG. Et alors Ouais, mais GG, t'es un agresseur en fait. Voilà, donc, c'est ça. hein. Donc en fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas. En fait, c'est pas une excuse. Bah oui, mais il était bourré. Bah oui, mais il est comme ça d'habitude. Ah bah tu sais. Ah oui, c'est tonton Robert, hein, il est un peu border quoi. Bah tonton Robert va te faire foutre en fait. Puis c'est un être humain qui doit respecter les autres et qui doit pas agresser les gens en fait. Donc, et effectivement, on va souvent chercher des excuses aux personnes, surtout on va dire les personnes qui sont déjà d'un certain âge, en se disant qu'elles changeront plus, qu'elles sont comme ça, etc. Alors que il n'y a pas d'âge pour se remettre en question, il n'y a pas d'âge pour devenir une meilleure personne, il n'y a pas d'âge pour arrêter d'être con, quoi. Ouais, c'est basiquement. clair. Et pour arrêter d'être un agresseur, pour arrêter d'être un violeur, pour arrêter de faire du mal aux gens, de manquer de respect aux gens, et encore plus quand c'est des jeunes, parce qu'encore une fois, cette dynamique où on retrouve plus vieilles personnes qui vont plus facilement Des abuser vieux schnocks. qui vont plus facilement abuser de plus jeunes personnes, en fait, on sait qu'ils vont se tourner vers des gamins, des gamines qui ont 15 ans parce que c'est des personnes plus vulnérables, plus malléables et que c'est plus facile d'agresser quelqu'un qui, en fait, va plus facilement fermer sa bouche ou qui va plus facilement ne pas être cru parce que c'est un enfant, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi ce truc, tu sais, dans les familles, on a souvent tendance à dire oui, mais tu sais, machin, il est comme ça et tout. Parce qu'en fait, sinon, ça vient soulever des dizaines et dizaines de problèmes au sein de la famille. Ça ouvre la boîte de Pandore, tu vois. c'est clair. Et en fait, moi, je me dis, bah là, typiquement, dans cette histoire, par exemple, la sœur ou la mère, ou je sais pas qui a pu lui dire en mode, bah tu sais, il était bourré et tout. En fait, c'est parce que potentiellement, elle aussi, elle a subi des agressions par cette personne et que ça vient réouvrir un truc et qu'en fait, si tu commences à ouvrir ce truc-là, tu découvres que ce mec-là, il a fait ci, il a fait ça, machin. Ouais. Et du coup, ça fait exploser la famille, tu vois. Et je trouve que on va beaucoup en parler, je pense, dans cet épisode, mais il y a un vrai truc avec la famille qui est très sacralisé et où on a beaucoup du mal à justement genre jeter la pierre au milieu de tout ça et de faire tout exploser parce que c'est la famille et qu'on est censé tout pardonner à sa famille et qu'on est censé se soutenir les uns les autres et être là les uns pour les autres à tout prix et face à n'importe quelle adversité, tu vois. Ce qui est, à mon sens, complètement idiot et complètement faux. Parce que, évidemment, que si ton oncle... c'est pas idiot par principe. C'est-à-dire, si la dynamique, elle se passe bien dans la famille. Non, mais je veux dire, de considérer qu'à tout prix, face à n'importe quelle adversité et tout, tu vois. En fait, si ton oncle, c'est un violeur, ton oncle, c'est un violeur, tu vois. Et genre, t'es pas obligé d'être là pour lui, de le soutenir et de le protéger coûte que coûte, juste parce que c'est ta famille et qu'il faut... que la famille, c'est la famille, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis surtout si... Moi, quand je parle de ça avec les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, oui, mais si c'était pas... votre oncle, c'était pas votre père,
comment vous réagiriez? Oui, c'est clair. Et en fait, là, ça change tout. Mm. Et en fait, et du coup, ça montre bien, ça prouve bien que c'est la posture de la personne dans la famille qui impacte notre prise de décision et notre positionnement par rapport à cette personne, quoi. Ouais, le fait qu'on sacralise du coup Ouais. les liens familiaux. Ouais, il y a une vraie symbolique de la famille dans notre société, dans notre culture Mm. à nous, qui rend tout beaucoup plus, qui amène beaucoup plus de permissivité en fait dans les comportements, quoi. C'est-à-dire, les gens vont pouvoir se permettre de faire tellement plus de choses, autant dans un sens que dans l'autre, juste parce que c'est la famille, parce qu'ils savent que ça passera, qu'ils seront pardonnés, qu'on va pas les lâcher. Ouais, Comme si tout était pris pour acquis en fait, quoi. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans les chiffres, je les ai pas en tête, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais il y a quand même un nombre d'incestes et d'agressions sexuelles sur les enfants dans les familles qui sont assez affolants. Genre, je crois que c'est un enfant sur 7, si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme J'ai ça. pas du tout les chiffres, je pourrais pas savoir. On vous les remettra en légende du podcast, mais tu vois, c'est des trucs où tu te dis, mais en fait, presque tout le monde a vécu des VSS dans sa famille, tu vois. Bah, il me semble que les stats, en tout cas, disent que les agressions commises sur les enfants, la majorité, c'est par des proches ou des membres Ouais, de la famille. ouais, Quelque chose comme ça, oui. Parce qu'il y a ce truc bien sûr. de hiérarchie, de domination et de Et de sacralisation. Et de proximité aussi, facilité, quoi. Voilà. Ok. On passe à l'anecdote suivante. Ouais, vas-y, anecdote 2. Let's go. Alors, après avoir fait le tour des cadeaux lors d'un Noël en famille, parents, sœurs et frères et leurs conjoints, et déjà quelques petits neveux et nièces, mon frère nous donne des petits paquets emballés dans du journal cadeau. Un petit truc en plus. J'ai vrillé dans ma tête, j'ai su direct ce que c'était et la couleur malgré l'emballage bien opaque. Des rasoirs Bic roses, alors que je ne m'épile ou ne me rase plus depuis 3 ans. Ni une ni deux, je lui ai balancé à la gueule sans vraiment me contrôler, et heureusement, comme il l'a bien travaillé, il travaille chez Bic, la protection du rasoir a permis qu'il ne soit pas blessé. Les neveux et nièces ont dit « Pourquoi t'as fait ça ? Ma mère et mon père, tu devrais t'excuser quand même auprès de ton frère. » Et moi, à 20 ans, j'ai répondu « C'est lui qui devrait s'excuser de m'agresser en plein jour de Noël, non ?» You go girl. Ben, tout ce truc autour des injonctions, autour du corps des meufs et des poils, quoi. Enfin, Ouais. ça, c'est un sujet... On n'en peut plus, en fait. On souffle comme ça. Genre super fort, quoi. Bah déjà, première chose, le fait... Enfin, la préméditation. Moi, c'est Ouais, vraiment ouais. la préméditation dans la situation que je trouve hyper vicieuse. C'est-à-dire que le mec a su qu'il voulait appuyer sur ce point sensible. Il a pensé à ce cadeau, il l'a emballé, il l'a donné à Noël, genre qui est un jour. En fait, c'est vraiment de l'humiliation préméditée. Ouais, il genre. s'est dit, tiens, ça va être rigolo. C'est pas genre de l'humiliation spontanée où le mec s'est dit, oh là, attends, je te saisis la perche pour... machin. Ouais. Non, c'est de l'humiliation préméditée. Ouais, C'est encore pire, genre. Et je me dis, je sais pas s'il a une femme qui était là, mais je veux dire, genre, La pauvre. à moins qu'il, déjà la pauvre, et à moins qu'il l'ait fait en secret, genre personne l'a arrêté dans son délire, quoi. Moi, c'est aussi ça que je pense, tu vois. Ouais, mais je sais pas. En fait, moi, c'est surtout, je me dis, genre, vraiment, j'aimerais voir à quoi cette personne ressemble. Je suis sûre à 2000% que ce mec-là a de la barbe. T'as littéralement des poils sur ton visage. Et sur les jambes, et dans le sif, et dans... Là, on parle quand même du visage, tu vois, parce qu'après, ils vont te dire, ah, non. Mais carrément, t'as des poils sur ton visage, donc à l'endroit le plus visible par n'importe qui sur cette planète, et t'es là à dire à quelqu'un d'autre d'enlever ses poils à des endroits que rares sont les gens qui vont les voir. C'est bizarre de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Les stéréotypes de genre, quoi. Ouais, mais il y a aucune logique, tu vois. Genre dans ces cas-là, si t'aimes pas les poils, prends ton bic rose là et rase-toi le crâne et rase-toi la barbe et genre tu vois. Sachant que les poils sont tous les mêmes, non ? Si Oui, je dis pas de bêtises. exactement. Alors les poils Qu'importe. sont tous les mêmes. On a déjà entre hommes et femmes, on a le même nombre de follicules pileux. Ça veut dire qu'on a exactement le même nombre d'emplacements. Ils sont juste pas répartis de la même façon. Ils sont pas répartis de la même façon et ils sont juste pas pigmentés et de la même texture, épaisseur, etc. en fonction des zones du corps et de nos hormones. Mais on a le même nombre de follicules pileux, c'est-à-dire qu'on a exactement le même nombre d'emplacements qui peuvent accueillir des poils, qu'on soit un homme ou une femme. Et ensuite, c'est effectivement les hormones qui choisissent les zones qui vont être plus ou moins drues, plus ou moins foncées. Et ça va dépendre aussi de plein de choses. Par exemple, toi, tu as des poils beaucoup plus blonds que moi. Moi, j'ai les poils plus foncés. Il y en a qui vont les avoir encore plus foncés que moi, etc. Ça va dépendre aussi de plein de choses. Mais on a vraiment le même nombre, quoi. Et c'est les mêmes entre les hommes, les femmes. Et nos cheveux sont aussi des poils. Enfin, littéralement, on a des poils sur le crâne, quoi.
Et on le rappelle, un petit rappel qui va peut-être piquer, mais qui est nécessaire, c'est qu'un corps sans poils, c'est un corps d'enfant. Voilà. Et que merci. quand on est attiré par les corps sans poils, et uniquement sans poils, on est attiré par les... Corps d'enfant. Voilà. Voilà. Pas ouf comme... Unpopular opinion or not, mais vraiment à méditer. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, donc, si t'es ahuri par des poils, tu devrais être ahuri par des cheveux, tu devrais être ahuri par une barbe, tu devrais être ahuri par des poils de cul, quoi. Mais parce que... Non, mais en plus, c'est ça le pire, c'est que moi, pour avoir côtoyé des mecs, quand même, tu vois, dans l'intimité et tout, la plupart, ils ont des poils dans le sif et ils ont même des fois des bouts de caca qui restent bloqués, tu vois. Bah oui, parce qu'ils sont pas propres, en fait, les hommes. Et ils sont là à dire aux femmes, genre, ouais, enlève tes 3 poils sous les aisselles, mais frère, t'as du caca collé dans tes poils de cul et tu me parles. Non, mais vraiment, enfin, tu vois. Et genre, au bout d'un moment, faut... Mais d'autant plus que un des arguments principaux des personnes qui vont critiquer les poils des autres, c'est l'hygiène. Alors que les poils participent au bon équilibre, en fait, des zones du corps, genre. Ouais. Donc, bah déjà, c'est un argument qui est complètement à côté de la plaque. Et en plus de ça, prononcé par des personnes qui elles-mêmes n'ont pas, je pense, les plus grands niveaux d'hygiène. Non, mais c'est clair. Et en plus, c'est surtout que leur argument principal, c'est l'hygiène. Mais c'est l'hygiène que chez les femmes. Parce que eux, leurs poils sous les bras, bizarrement, ça ne les dérange pas. Et ils font leur pas poil ça sur les jambes, pareil, dégueulasse. exactement. Alors que si moi Non, j'en mais c'est ai, les ils vont hommes, dire... ils ont besoin de poils pour Non, la mais virilité. en fait, en plus, leur deuxième argument, c'est ouais, mais après, ça pue la transpiration. Mais prends une douche. Non, mais en fait, tu vois, si tu sais te laver et si tu sais mettre du déo comme toute personne normalement constituée, tu pues pas. Enfin, moi, je pue pas. J'ai des poils sous les bras et je pue pas, en fait. Enfin, je crois pas. Jusqu'au Oui, dernier et degré. oui, et puis en fait, on peut aussi avoir une odeur corporelle sans poils, en fait. Et du coup, pour rebondir sur la... Et c'est pas grave de transpirer, c'est pas grave fondamentalement d'avoir une transpiration odorante. Effectivement, ça peut être lié à ne pas trop savoir quels produits utiliser, quels sont les produits bons pour notre peau, comment se laver. Mais il y a des personnes qui sont extrêmement propres, qui ont des transpirations odorantes parce que c'est les hormones qui vont aussi impacter l'odeur, parce que c'est ce que tu manges, parce que c'est ton mode de vie, parce que plein de choses en fait. Et pour rebondir sur ça, de toute façon, avoir des poils ou ne pas en avoir ne vous empêchera pas de transpirer. Vous allez transpirer exactement de la même manière, puisqu'on en revient à des choses très biologiques. Le poil n'est que l'autoroute de la transpiration. C'est-à-dire que la transpiration, elle sort de votre follicule pileux. Donc en fait, qu'il soit plein ou qu'il soit vide, donc qu'il soit composé d'un poil ou que le poil ait été retiré, la transpiration va sortir. La seule différence, c'est que les poils, ça va permettre de faire ruisseler la transpiration sur le poil, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment genre juste l'autoroute, et en fait, donc, que vous ayez des poils ou vous n'en ayez pas, vous allez transpirer, et donc si votre transpiration pue, vous allez puer, que vous ayez des poils ou non. Voilà, c'était le petit cours de biologie. L'autre il est là, il travaille chez Bic, on dirait que c'est l'entreprise à son père, il a voulu offrir des bics à tout le monde Non mais d'autant Noël. plus, en plus, le pire du pire, donc c'est une humiliation préméditée avec un truc qu'il n'a même pas payé parce que je suis sûre que du coup il a pu les choper dans sa boîte vu qu'il travaille chez Bic. Donc en plus le gars s'est dit je vais faire une humiliation préméditée et en plus de ça je vais même pas dépenser un centime pour ça. Alors tellement l'autre personne en face j'ai bien envie de l'humilier quoi. Enfin c'est... J'espère que ça va. À chaque fois, je vais dire ça à la fin de chaque anecdote, mais genre vraiment, j'espère que les personnes qui nous envoient leurs anecdotes, ça va mieux, genre. Oui, bah, j'espère aussi. Mais petit rappel, personne n'a à vous dire quoi faire de votre corps. Hein, voilà. Et puis effectivement, quand il y a des imbéciles comme ça qui vous humilient avec des choses aussi ridicules, n'hésitez pas à faire comme cette personne et à lui balancer dans la gueule. Parce que c'est vraiment genre... Personnellement, je trouve la réaction la plus appropriée. Alors, je vais me faire la voix de la sagesse, évidemment. La violence réactionnelle, honnêtement, dans ce genre de contexte, elle se comprend carrément. Il faut les choquer en 2025. Oh là là. Et effectivement, si la boîte de rasoir, enfin, elle n'aurait pas pu faire grand mal. Même si au pire, la ça- violence en première intention n'est pas toujours la Non, réponse. mais au pire, ça lui aurait fait une petite écorchure, là. Bon, il s'en serait remis, tu vois. Ça lui aurait resté une petite marque pour se rappeler qu'il ne doit pas... En tout cas, un truc qui est clair, c'est que ça serait culotté de sa part de s'étonner du fait que la personne là s'énerve de son cadeau, quoi. Ouais, bah après, tu vois, c'est ce que la personne elle met. Tout le monde lui a dit en mode, bah, pourquoi t'as fait ça? Tu devrais t'excuser auprès de ton frère, machin et tout. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a ce truc où la famille va dans le sens de il faut que tu t'excuses. En gros, c'est toi qui as mal agi, quoi. Mais à quel moment est-ce qu'on va questionner le comportement du frère, là? Mais tu sais que moi, ça m'aurait fait vriller. Hein. Genre, j'ai un truc comme ça, je lui balance à la gueule et tout le monde me dit, mais moi, je pète un câble et je deviens zinzin. Tu m'entends hurler, je deviens hystérique, folle, complètement folle alliée. Aïe, Une féministe hystérique. hystérique, elle est Non, mais en vrai, hystérique. ça me rendrait ouf. Mais moi Et aussi, je pense moi que aussi. je pèterais un câble jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avec moi dans la pièce.
Genre, et que tout le Ouais, monde mais me est-ce dise que, ok, c'est bon, t'as est-ce raison. qu'au final, si les personnes réagissent comme ça, enfin, moi, tu vois, ça me donne juste une information de, ok, bon, bah, juste, en fait, ça vaut même plus le coup, quoi. De, de chercher à les convaincre de quoi que ce soit. En fait, c'est des personnes qui, visiblement, sont extrêmement loin du niveau de déconstruction de ces choses-là. Est-ce que j'ai vraiment envie de les éduquer en ce sens, alors que visiblement, elles montrent pas du tout d'envie à ce niveau-là? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est clairement OK d'économiser son énergie et de se dire, bon, bah, juste flemme, ça me fait du mal. Là, c'est clair et net que les personnes, en fait, cherchent même pas à comprendre mon, mon positionnement. Bah, allez, ciao, quoi. Bye. Ouais, je vois. En vrai, moi, je pense que je me serais énervée. Parce que quand c'est ma famille, j'ai plus de mal à me dire, genre, ça vaut pas la peine de, tu vois. Ouais, je comprends. Parce que c'est les gens proches autour de moi. Ouais. Ok, anecdote 3. Elle est courte. Elle est très courte. Ok, c'est parti. Alors, après avoir fait mon coming out lesbien à mes parents, mon père m'a envoyé une photo de manif où il y a un drapeau LGBT. Petite émoji avec des petites larmes émues. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est pourtant tellement important et rassurant surtout. Ah, trop mignon. C'est Ah, mimes. c'est Ouais, c'est trop juste chou. ça. Oh, j'adore. Bah, ça fait Vive du bien, les petite anecdote, Bravo les oui. lesbiennes. Bravo les lesbiennes, ouais, ça c'est clair. Non, mais moi, je trouve ça trop cool. Et ça me fait penser un peu à ma mère, tu sais. Ouais, Genre, grave. ma mère, elle est Sa mère, elle est trop investie. à fond, genre. Ouais, depuis que j'ai fait mon coming out, elle Ouais. est trop investie, genre, J'adore. à me montrer qu'elle est contente pour moi et tout. Et Mais même à son travail, même elle veut faire des trucs diversité. mais elle fait déjà. Ouais. Et je pense qu'elle était déjà dedans, mais du coup, elle s'est beaucoup plus. Je vais remettre du contexte. Du coup, ma maman, j'ai fait mon coming out il y a 3 ans et demi, à peu près, quelque chose comme ça. 3 ans et demi. Et depuis, ma mère, effectivement, dès qu'il y a des spectacles queer, des shows drag et tout, pas loin de la maison, elle me donne les petits prospectus. Ouais, tout ce qui aborde, on va dire, de près ou de loin, La un peu les communauté, thématiques ouais. LGBT, ouais. Et bah, genre, elle va me donner les petits prospectus, elle va me dire, ah, t'as vu, il y a un festival là, machin et tout. Comme si j'avais envie d'aller à tous les trucs queer qui existent sur cette planète. C'est comme les darons quand tu leur dis, quand tu manges un nouveau gâteau, tu leur dis ah j'aime bien, Ouais, ils vont te le faire t'en tout le acheter temps. 150 paquets. Genre. Et bah, ma mère, c'est Bah, ça, mais pareil. avec les trucs queer. Et du coup, effectivement, à son travail, elle fait partie d'un truc qui s'appelle Mix IT et qui est genre un truc autour de la mixité et tout. Et je sais que depuis que j'ai fait mon coming out, elle essaye vraiment de faire plein de trucs autour de la communauté LGBT et tout. Et du coup, je trouve ça très mimes. Et en même temps, je suis en mode genre, maman, t'es pas du tout obligée de faire ça, tu vois, genre ça. Ouais, mais c'est mimes. Ouais, Et c'est je grave pense mimes. que quand tu viens de faire ton coming out, après, par exemple, la personne, tu sais pas, on sait pas quel âge elle a, tu vois. Si t'es jeune et qu'en fait, le fait de faire ton coming out, ça te fait flipper, que potentiellement tu dépends encore de tes parents, etc. Ben, le fait d'avoir une réaction comme ça, d'avoir un parent, donc là c'est son père qui soutient. Alors, tu vois, il y a les parents qui vont pas réagir, qui vont être là en mode ok, bon bah pas de souci. Et puis, t'as les parents qui vont vraiment soutenir en mode bah là, comme son père, il lui envoie une photo d'une manif où il y a un drapeau, tu vois. Il y a Déjà, il a envoyé une implication. photo d'une manif. Ça, c'est un daron. Jacques, que faisait ton père bien en manif? engagé. Ou est-ce que ton père était tombé là au hasard et il y avait une manif? On adore les darons qui vont en manif, mais. Grave, on adore les parents qui vont en manif. Et mais ouais, et moi je trouve ça trop cool. Et en vrai, à chaque fois, ça me fait sourire, tu vois. Genre, moi, j'utilise pas forcément tout ce que ma mère elle m'envoie et tout, mais ça me fait sourire de voir que à chaque fois qu'il y a un truc sur ces sujets, elle est là en mode genre, oh, je vais envoyer à Marie et tout, tu vois. Et en vrai, si vous êtes des parents et que vous nous écoutez, soyez ce genre de parents, en fait, à juste montrer que ça vous importe, montrer que c'est important pour vous aussi. Que votre enfant se sente bien et légitime dans son orientation sexuelle et dans sa sexualité, et je trouve que c'est important, quoi. Et en fait, il suffit de pas grand-chose. Effectivement, c'est vrai que là, d'envoyer une photo, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Mais de montrer que vous vous intéressez, poser des questions, essayer d'avoir des références, on va dire, un peu de cet univers, c'est pas grand-chose. En vrai, c'est pas si énergivore que ça, c'est pas si chronophage que ça. Et pourtant, ça fait toute la diff. Ouais, c'est clair. Trop mimes. J'adore cette Trop chaud. anecdote. Trop choupi, on valide. Anecdote 4. Elle est longue celle-là, non? Ouais. Alors, c'est parti. Oh waouh. Let's go. La veille d'anniversaire de mes 14 ans, je sortais de l'internat, ma mère devait me récupérer. Elle me dit qu'elle n'a pas eu le temps de m'acheter un cadeau, elle me propose du coup de traîner avec mes potes et nous récupérer plus tard. Plus tard, pas de maman. J'ai invité pour le week-end une copine qui ne connaissait pas encore ma mère. On descend à un autre lieu de rendez-vous, rien. J'arrive à la voir au téléphone, elle me raconte un beau bar, qu'elle est chez des amis, mais je reconnais le brouhaha du bar derrière. On remonte la trouver au bar, bourrée. Je lui dis qu'on veut rentrer, on était 4 ados, elle me jette une pièce de 5 francs pour faire un baby. C'est quoi ça?
C'est pas un shooter, genre. Ah ouais? Ah, un baby-foot. Un Ah, un baby-foot. baby-foot. Je m'énerve en disant que je m'en fous, que je veux rentrer. On avait 1 heure de route. Je pars énervée dans la ville. Elle nous retrouve, nous montons dans la voiture. La tension était au max. Je veux mettre la radio pour détendre l'atmosphère. Je mange un ta gueule. La tension monte. Arrivé à un village qu'on traverse, je lui dis de nous laisser là avec mon amie, qu'elle a de la famille ici. On prend nos sacs et part en courant. Dans une impasse, elle nous rattrape et nous sommes obligés de remonter en voiture. Dans mes souvenirs, mon amie est restée là-bas, mais elle m'a raconté avoir tout vécu avec moi. Je n'en ai aucun souvenir, c'est fou. S'ensuit tout un tas d'insultes à mon égard et la pire que je lui avais gâché sa vie et qu'elle aurait mieux fait de se faire avorter. Je ressens une profonde tristesse mêlée à une énorme colère. La route est longue, elle conduit dangereusement. Nous arrivons enfin, elle m'offre mes cadeaux. Ensuite vient le moment du repas, je monte la chercher, elle m'insulte à nouveau. Je descends et m'assois au bout de la table. Elle arrive, me chope en me disant que je n'ai rien à faire à cette place, me prend par le col et me dégage. On se bat à moitié. Après je me rappelle plus trop. On est venu me chercher dans la nuit et je me suis réveillée chez des amis de mon père pour mon anniversaire. Ma mère m'a téléphoné pour me dire que du coup, elle était seule pour mon anniversaire et qu'elle m'avait fait un gâteau qu'elle mangera seule. C'était horrible, un moment très difficile, je me rappellerai toujours de mes 14 ans. Merci de m'avoir lu. Waouh, Ok. ça fait beaucoup là. Je sais même pas quoi dire. Ah bah là, c'est toi la psy. Bah effectivement, enfin, c'est contexte familial compliqué. Donc la maman, visiblement, qui doit probablement souffrir d'alcoolisme. Ouais, en tout cas Euh, d'addiction quoi. Bah visiblement, c'est de l'alcool, Ouais. donc d'addiction à l'alcool. Et malheureusement, c'est donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'addiction à l'alcool, c'est une maladie. Enfin, l'alcoolisme, hein, c'est une maladie. Euh, et non pas pour dédonner les comportements de la mère, hein. Ça n'excuse jamais les comportements de violence, les abus, etc. Euh, et c'est très dur de vivre avec un parent, voire les deux qui sont toxicomanes, enfin qui sont addicts, quoi. C'est extrêmement difficile pour les enfants. Ça, on le sait, hein. Moi, je vois les conséquences dans mes accompagnements des personnes que je suis qui ont eu un ou plusieurs parents addicts, alcool ou autre. C'est extrêmement difficile à vivre, surtout si malheureusement la personne ne fait rien pour essayer de guérir, ne se donne pas un minimum de moyens pour essayer d'avancer vers la sobriété ou vers une forme de guérison, quoi. Bah, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, là, on est dans des situations d'abus, insultes, violences, psy et physique, tu vois. C'est tout à fait, c'est vraiment les comportements d'une personne addict Ouais, à ouais, l'alcool, quoi. malheureusement. Et en plus, il y a aussi un peu un truc de culpabilisation où là, par exemple, bah, la mère ensuite dit, bah, j'ai fait un gâteau, je suis Ouais. triste, etc. Parce qu'en fait, dans les moments, ils sont peut-être pas nombreux de sobriété, bah, en fait, le parent va redevenir un peu, même si c'est très fugace, bah, redevenir un peu lucide ou lui-même. Et donc, en fait, il va y avoir et à la fois potentiellement de la culpabilité, mais qui peut très facilement se transformer en culpabilisation. Et là, visiblement, la mère, elle utilise un peu ce truc d'inversion de la culpabilité en mode ah, regarde, je souffre à cause de toi, quoi. Je souffre, là, c'est moi qui vais manger le gâteau seul, je souffre parce que t'es pas là. Donc, il y a une forme un peu genre de chantage affectif, enfin, de culpabilisation. Et effectivement, c'est typiquement les comportements, on va dire, manipulatoires d'une personne qui est complètement perdue et complètement à côté de la plaque, quoi. Non, encore une fois, ça excuse pas tout, mais. Et ça n'excuse pas tout, non, clairement, ça n'excusera jamais la violence et les abus. Ça, c'est clair et net. Mais bon, à 14 ans, c'est chaud en vrai. Hein. Enfin, Ah bah ça laisse des traces, ça c'est sûr. Ouais, surtout que comme tu disais juste avant sur l'anecdote où tu sais il y avait eu un peu genre des trucs incestueux et tout, à 14 ans bah tu peux pas partir de chez toi. Ouais, il y a très peu de solutions. T'es pas indépendant financièrement. T'as très peu de moyens de faire face aussi à ces adultes-là. Et tu vois, là, par exemple, elle veut rentrer chez elle, mais elle a 14 ans. En fait, elle a 1 heure de route. Elle est obligée de monter dans la voiture de sa mère qui a bu, donc de mettre sa vie en danger. Et celle de ses amis, parce qu'ils sont plusieurs dans la voiture. Et celle de son ami, tu vois. Et en fait, t'as pas le choix, en fait, à 14 ans. Tu vois, t'es un peu obligé de subir ces comportements-là. Et ça, je pense que c'est dur, quoi. Complètement. Et c'est pour ça qu'arriver à un âge où les personnes, où les enfants peuvent prendre plus de décisions pour eux-mêmes, etc., on voit souvent des enfants qui coupent les ponts, qui posent des limites, qui s'éloignent, et à juste titre. Vraiment à juste titre. Ok. Si tu veux, je fais l'anecdote d'après parce qu'elle est très courte et celle d'après, elle est plus longue, comme ça, on a Ok, let's go. un peu à toi de lire. Anecdote suivante. Anecdote 5. Ma grand-mère a dû subir une hystérectomie due à un cancer.
Je lui ai rendu visite à son retour d'opération et à la question « Comment tu te sens, mamie ?» Elle m'a répondu « Je ne sers plus à rien maintenant. » Trop violent pour moi d'entendre ça. Je lui ai dit « Mais non, mamie, les femmes ne servent pas qu'à procréer. Bah, c'est tellement un truc générationnel Ouais. en soi. Je pense que les femmes des générations de nos grands-parents, effectivement, la société leur ont un peu mis sur elles que c'était leur seul rôle, quoi. Après, moi, je me Surtout, demande... surtout dans l'après-guerre, où il y a Ouais. vraiment ce truc de réarmement Ouais, démographique. mais en fait, tu vois, je me demande quel âge a sa grand-mère parce que moi, ma grand-mère, elle peut déjà plus procréer depuis fort longtemps, tu vois. Oui, non, mais Donc, c'est clair. Et en plus, il y a vraiment ce truc un peu effectivement, à côté, biologiquement parlant, la ménopause, c'est entre 50 et 60 ans. non, mais Donc, peut-être qu'elle est une grand-mère très jeune, peut-être que c'est une personne très jeune qui nous a écrit, tu vois. Mais du ouais. coup, je me demande, tu vois, la première question que je me posais, c'était ça, c'est mais quel âge a ta grand-mère? Parce que moi, la mienne, bon, concrètement, ça fait au moins 30 piges qu'elle peut plus procréer, tu vois. Donc si demain on lui enlève Oui, après, c'était peut-être l'utérus. symbolique. Après, c'était peut-être symbolique, tu vois, ce que Oui. disait la grand-mère, tu vois. Ah ouais. Du coup, on l'a pas dit, mais une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus chez une personne qui a un utérus. Elle peut être faite soit avec ou sans l'ablation des trompes, ça dépend. Et avec ou sans l'ablation des ovaires. Et avec ou sans l'ablation des ovaires. Mais bon, la mienne, tu lui enlèves l'utérus, ça change pas grand-chose à sa vie actuellement, tu vois. Ouais, mais ça montre, tu vois, ce truc autour des rôles. Ouais. Et les personnes des générations de nos grands-parents, surtout les femmes, il y avait vraiment ce rôle juste de mère, de femme au foyer, enfin, un ventre qui doit faire le ménage et la cuisine, quoi. Et des gosses. Et qui doit s'occuper des enfants. Et c'est Non, mais triste. les faire. Faut les faire. Oui, les faire Ah et oui. s'en occuper, quoi. Oui. Et c'est triste de penser que c'était son seul rôle Ouais. et de se dire que elle n'était réduite qu'à cet organe, quoi. Je trouve ça cool que tu aies pu lui répondre que c'était pas, on servait pas juste à ça parce que c'est un peu vrai quand même. Et j'espère que ça a pu amener à une discussion aussi avec elle sur justement la déconstruction de tous ces stéréotypes là, parce que je trouve ça hyper intéressant aussi d'aider nos aînés à se déconstruire sur tous ces sujets et de leur Clairement. montrer en fait que genre bah non, tu vois, genre t'as bien d'autres utilités et je pense elle a eu bien d'autres rôles dans sa vie que juste celui de faire des enfants et d'en élever, tu vois. Ouais, carrément. C'est important. Et puis, en plus, la parentalité n'est pas une finalité en soi. Donc, je pense notamment à toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Soyez très OK. Soyez très OK avec ça. C'est pas du tout une fin en soi. Et pareil, il y a tellement de personnes qui pensent que c'est une fin en soi et que c'est le but à atteindre. Sinon, on n'a pas une vie épanouie. Sinon, on n'a pas une vie accomplie. Loin de là. Donc, ben, j'espère que ça a pu ouvrir un champ de discussion avec ta grand-mère et j'espère que bah, elle va mieux. En plus, moi, je voulais aussi rebondir, c'est que c'est pas parce qu'on a un utérus qu'il est fonctionnel. Déjà, en Et plus. du coup, il y a plein de personnes qui ont des utérus et qui ne peuvent pas procréer. Donc, la nature ne nous a pas faites juste pour procréer, puisque certains et certaines d'entre nous qui ont des utérus ne peuvent pas procréer tout simplement Tout de à fait. manière... parce que pour plein de raisons, maladies, malformations, Ouais, ou juste plein de trucs. comme ça, quoi. Hormonales, tout le tralala. Donc, non, c'est pas parce qu'on a un utérus qu'on est là sur Terre juste pour donner la vie. Sinon, on serait vraiment beaucoup trop nombreux, en fait. Donc ça montre bien que c'est pas une fin en soi. Exactement. Allez, dernière anecdote. À l'âge de 9 ans, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle avait 40 ans. Comme un certain nombre de patientes à l'annonce d'une maladie grave, elle a eu besoin de trouver un à une responsable à ce qui lui arrivait. Moi, enfant TDAH non diagnostiqué à l'époque, avec une grosse dysrégulation émotionnelle, je ne savais pas comment gérer le fait que ma mère soit gravement malade non plus. Et j'exprimais mes émotions sous forme de grosses crises où j'avais tendance à me mutiler ou à être agressive envers les autres, y compris mes parents. Un jour, lors d'une de ces crises, ma mère, épuisée par mes cris, m'a attrapée par le bras en me disant « Si je meurs de ce cancer, c'est de ta faute. Tu es trop conne pour comprendre que c'est à cause de toi que je suis malade. Tu m'épuises, tu es odieuse. » J'ai 20 ans, c'est pas fini. Ouais, c'est dur quand même déjà. J'ai 20 ans aujourd'hui, ma mère a guéri de son cancer, mais je m'en suis toujours pas remise. Et cette phrase impacte encore souvent ma vie, mon attachement et mes relations. Je ne sais toujours pas si je dois lui en vouloir. Elle souffrait, moi aussi, et on a toutes les deux mal géré cette période et ses paroles. Alors, t'as aucun devoir de lui en vouloir, mais tu as le droit de lui en vouloir, je pense. Ouais, complètement. C'est... Même si ta mère souffrait, même si ta mère était à bout, bah en fait, toi aussi, tu souffrais. Toi aussi, tu savais pas comment gérer ce que tu ressentais. Et ça s'est traduit par des comportements qui, effectivement, ont pu participer à un épuisement de son côté, à une forme de souffrance de son côté. Mais en aucun cas, ça ne justifie le fait de dire des choses aussi graves et aussi, en plus, et aussi fausses factuellement.
déjà, ça n'est pas à cause d'une personne qu'on va avoir le cancer, et c'est Oui. pas une personne qui va faire que notre cancer va nous tuer ou va s'aggraver. Donc en fait, factuellement, c'est clairement impossible si on devait parler pragmatiquement, même si ça me paraît évident. Et même si ta mère était à bout, ce qui est possible, hein, ça n'excuse pas le fait d'avoir de tels propos. Et on peut comprendre que le fait qu'elle ait été à bout l'ait fait sortir de ses gonds. C'est-à-dire, là, la question, c'est pas tant d'excuser le comportement, c'est de te dire, est-ce que j'ai envie de lui pardonner parce qu'au fond, je comprends qu'elle était dans cet état-là, même si ça n'excuse pas. Le fait de comprendre un peu le contexte va me permettre, en fait, de savoir ce que je veux faire de la situation. C'est-à-dire que là, l'intention, comme on dit, l'intention ne change pas le résultat. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle avait peut-être pas l'intention vraiment de te faire du mal qu'elle t'en a pas fait. Et toi, t'avais peut-être pas non plus l'intention de participer ou de l'épuiser, on va dire, par tes crises, mais le fait est que ça a pu l'épuiser, ces crises. Et donc l'intention ne change pas le résultat. Par contre, le fait de comprendre l'intention de la personne ou la non-intention va nous permettre de mieux choisir ce qu'on va vouloir faire de ça, en fait. Et donc de te dire, bah oui, effectivement, ma mère était à bout, ça l'a dépassé. Bah du coup, le fait de comprendre ça va me faire me dire, ok, bah du coup, je peux avancer sur le chemin du pardon, etc. Et tout comme, même en comprenant son intention, tu pourrais te dire, bah non, j'ai pas envie d'oublier, ça m'a fait trop souffrir, c'était trop grave, et donc je lui en veux, en fait. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette situation, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Bah, moi, ça me fait un peu écho à ce que j'ai pu vivre avec ma maman. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, ma maman a fait une dépression de ma naissance à mes 18-19 ans. Enfin, elle est toujours sous médicaments, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une grosse phase dépressive chez ma maman. Et elle a pu tenir très régulièrement des propos un peu de ce style-là, en mode bah, je regrette d'avoir fait des enfants, j'aurais jamais dû vous mettre au monde, ça aurait été plus facile si vous étiez pas là, etc. etc. Et c'est des phrases qui marquent quand même beaucoup. Et je trouve que déjà c'est important de rappeler à quel point genre ce type de phrase de par les parents aux enfants quand on est assez jeune, ça peut marquer pendant très longtemps et ça peut être vraiment quelque chose qui vient nourrir des... Enfin je sais pas, moi je me suis beaucoup construite autour de ces phrases-là, tu vois, du coup être ultra indépendante, à genre rien demander à ma mère, etc. etc. Donc je pense que ça c'est un premier sujet, tu vois, de à quel point ce qu'on dit aux enfants quand ils sont jeunes, ça les marque très longtemps dans la vie. Et effectivement, tu vois, avec maintenant l'âge, etc., j'ai pardonné à ma mère ce qu'elle a pu dire parce que j'ai compris qu'elle était malade à ce moment-là et que bah, elle a juste fait avec ce qu'elle pouvait et comme elle pouvait à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai oublié, tu vois. Et je fais vraiment la part des choses en mode genre, j'ai pardonné parce que j'ai compris le contexte, mais c'est pas pour autant que j'excuse ce qui a été dit. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Et, et c'est tout à fait conciliable de se dire, ok, je comprends comment est-ce que la personne est arrivée là, et en même temps, à ce moment-là, c'était grave et c'était pas ok. C'est conciliable, en fait, d'avoir ces deux positionnements-là. Oui, parce que moi, je lui ai pardonné pour pouvoir, moi, avancer aussi, même dans ma relation avec elle, etc., et reconstruire des choses avec elle. Mais je ne l'excuse pas d'avoir dit ça à ce moment-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais non, c'est clair, ouais. En gros, je lui ai pardonné en mode c'est bon, maintenant on avance et on passe à autre chose et je reste pas bloquée là-dessus, et pour moi et pour elle. Mais c'est pas pour autant que ce que tu as dit est excusé, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer le truc. Écoute-toi et n'aie pas honte de t'écouter, quelle que soit la réponse que ton instinct et que tes besoins te donnent au final. Et tout en gardant en tête que tu peux concilier deux postures, c'est-à-dire celle où tu as envie d'avoir ta mère dans ta vie et que tu peux avancer avec elle dans ta vie de manière générale, tout en gardant en tête que ça, c'était pas excusable et que c'est comme ça, en fait. C'est conciliable. Grave. Voilà. Bah voilà, c'était des anecdotes un peu moins fun que les précédents. C'est pas l'épisode le plus fun, mais je m'en doutais avec les anecdotes familiales. Mais bon, on espère que ça vous aura plu quand même. Et si jamais vous êtes identifié à certaines des situations, bah, j'espère que nos éclaircissements et nos petits commentaires auront pu aussi vous apporter des pistes ou raisonner avec vous aussi. C'était chouette, en vrai, les anecdotes étaient intéressantes. Grave. Tu t'attendais à une fin. Non, bah grave, c'était grave intéressant. Merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode. En nous donnant merci vraiment anecdotes. De toujours participer avec nous. Et on vous retrouve très vite du coup pour le prochain épisode qui sera les anecdotes au travail.
au travail. C'est ça. Ouais, Il ne reste plus que 2 épisodes de cette saison. c'est ça. Donc au travail et puis au travail. Allez, Au hop, travail. au boulot. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour les anecdotes au travail. travail. Et voilà, prenez soin de vous en attendant. Ouais, à très bientôt. Bye. Salut.